Ok, merci Chiara. Merci Chiara en tout cas pour l'invitation à présenter ce petit webinaire, cette petite présentation dédiée au marketing d'influence dans une logique stratégie de marque et acquisition purement héroïste. Pour ce faire, je suis accompagné de Camille Giordano. Alors, on va commencer les présentations. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Hop, pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Hop. Donc, je suis Jonathan Ravalec, je suis cofondateur de l'agence After Five, une agence située à Nice, spécialisée en stratégie de marque. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs, parce que nous accompagnons beaucoup de start-upers et d'entrepreneurs, à bien définir leur marque et du coup travailler leur plateforme de marque, puisqu'aujourd'hui, une marque, c'est un atout considérable pour générer de la visibilité et surtout des ventes, des leads, du trafic sur son site, etc. Avant cela, avant d'être consultant finalement en stratégie de marque, j'ai été directeur marketing et communication pour un groupe de prêt-à-porter pour hommes pendant plusieurs années. Et je m'occupais notamment de toute la partie retail et expérience utilisateur. Donc voilà, au niveau de l'agence, nous travaillons donc tout ce qui est stratégie marketing pure, tout ce qui est stratégie de marque, ce qu'on appelle le branding, ainsi que la création de contenu, que ce soit pour les sites internet, pour les réseaux sociaux, etc. Et nous accompagnons principalement des start-upers à bien définir qui ils sont, ce qu'ils doivent être, comment ils doivent communiquer, avec quel ton de communication, la stratégie de marque vraiment au sens large. Et en parallèle, je suis également, alors c'est un mot que j'aime pas, mais bon, malheureusement, on va l'utiliser. Je suis également influenceur. J'ai un blog qui s'appelle Le Mal Français, qui est un blog lifestyle pour hommes, sur lequel je communique surtout sur la beauté pour hommes. Donc, ça fait 6 ans que j'ai ce blog qui a à peu près 80 000 visites par mois. Donc, du coup, je suis des deux côtés. Je suis à la fois côté agence où je vais travailler avec des influenceurs et en même temps, en tant que blogueur, je vois aussi comment les annonceurs me sollicitent. Et donc, du coup, je vous dirai ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et je suis accompagné de Camille, de Studio Clandestin. Alors, bonjour à tous, je suis Camille Giordano et je suis la directrice communication de la marque Studio Clandestin. Alors, Studio Clandestin, ça fait 3 ans donc, que ça existe. Alors, moi, j'ai fait des études dans le marketing il y a quelques années maintenant. Et nous sommes très amis avec Jonathan Canuti, qui est donc le créateur de la marque Studio Clandestin et qui, donc, il y a maintenant 4 ou 5 ans, a voulu créer la marque Studio Clandestin et m'a demandé de lui donner des conseils de communication dans un premier temps de manière informelle en tant qu'ami. Et puis un jour, il a eu besoin d'un dossier de présentation pour pouvoir faire un défilé. Et de là, c'est parti. On a créé donc toute l'histoire de la marque, le storytelling. On a assis les fondations autour de Studio Clandestin, ses valeurs, son histoire. Et depuis, ça fait 3 ans qu'on a commencé cette belle aventure. Et il y a quelqu'un qui… Est-ce que vous pouvez couper vos micros peut-être, parce qu'on entend des échos? Merci. Alors, peut-être parler de la marque. Tout à fait, la marque Studio Clandestin. Qui est-elle? Donc, alors, Studio Clandestin, c'est une marque du Sud, voilà, un pur produit du Sud dans un premier temps. C'est une marque d'upcycling. Alors, l'upcycling, qu'est-ce que c'est? C'est déconstruire pour reconstruire, en fait, avec des vêtements donc, qui sont neufs, qui sont des fins de série de grandes maisons, ou pas d'ailleurs. Ce sont des produits finis que Jonathan déconstruit et reconstruit. Et l'idée, c'est d'utiliser tous les basiques du dressing. Donc, dans une démarche éco-responsable, redonner vie finalement aux vêtements. Donc, c'est beaucoup de chemises, de costumes, de jeans. Voilà. Donc, c'est vraiment tous les basiques du dressing qui sont réinventés avec le design donc, de Jonathan. On a aussi une partie laboratoire qui
qu'on est en train de développer, où les clients vont pouvoir eux-mêmes envoyer leurs matières premières, parce que souvent, c'est un sweat à poser à une chemise ou deux vestes rapiécées ensemble. Et donc, les clients vont pouvoir eux-mêmes envoyer leurs propres matières premières et être acteurs finalement de leurs propres pièces. On a également une partie qu'on appelle emblématique l'amour. C'est les sweats et les t-shirts, donc là que nous portons avec Jonathan, qui sont notre produit phare, en fait, notre produit d'appel un petit peu. C'est surtout ces produits-là que nous vendons sur le web. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les produits de créateurs, les pièces de créateurs, de designers à vendre en ligne, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a aussi la chance d'avoir un très beau point physique qui est les Galeries Lafayette de Nice-Masséna, qui est quand même le deuxième Galerie Lafayette de France. Donc, c'est les galeries qui nous ont contactés il y a un an. Dans leur, ils ont un label qui s'appelle Go for Good, qui est donc la partie éco-responsable, la mise en valeur de l'éco-responsabilité chez Galeries Lafayette. Donc ce label Go for Good dans la démarche et demain changeons de mode aussi. Donc ils nous ont contactés parce que tous les Galeries Lafayette de France font appel à des marques locales pour un pop-up de 3 mois. Normalement, la chance qu'on a eue dans notre malheur, c'est qu'on a eu le confinement entre-temps. Donc, il y a eu la fermeture des Galeries Lafayette. On a été reconduit 1 mois, puis 2, puis 3. Là, maintenant, ça fait 1 an. Et ça marche bien. Et on est probablement en négociation pour le moment pour pourquoi pas rentrer en permanent au niveau des Galeries Lafayette de Nice dans un premier temps. Et puis après, l'objectif, c'est évidemment de rentrer au national. Là. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans une phase dans une période charnière, disons, où eh bien, on a des impératifs de productivité. On est en train de revoir nos manières de produire aussi, puisqu'on est accompagné d'une couturière. Travaille beaucoup, du coup, Elise Pelaya Bota, qui était une couturière de Givenchy, et des ateliers Givenchy. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Non, pour le moment. Donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes en phase de développement, oui. À la fois produit et distribution. Oui. Et du coup, en fait, moi, j'accompagne Studio Clandestin sur justement la partie développement, notamment développement business, avec la recherche de fonds pour justement soutenir le développement de la marque, puisque au niveau des Galeries Lafayette à Nice, ça marche très, très bien. Vous êtes beaucoup sollicité par des distributeurs, des marketplaces, etc. Oui, tout à fait. Alors, on est présent sur plusieurs marketplaces, alors à la fois françaises, donc on est surtout sur une marketplace. Alors, on a fait le choix de ne pas s'éparpiller non plus et d'être cohérent aussi dans notre démarche commerciale aussi. Donc, on est sur une plateforme parisienne. Alors, l'idée aussi, c'est de rester sur la région. Voilà, on est un peu rebelle là-dessus en mettant en avant notre sud aussi et en amenant finalement la mode sur la Côte d'Azur. Voilà, donc on fait tous les ans des gros défilés. On a démarré avec un défilé au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice où il y avait 200 personnes. Et l'idée, c'est d'avoir un rayonnement en fait sur la région pour que, au lieu de se noyer dans la masse des créateurs de Paris, que ce soit Paris qui ait un regard sur nous et l'international aussi. Et ça fonctionne bien pour le moment parce qu'on est pas mal sollicité donc et à la fois par Paris et à la fois par l'international. Donc je reviens au marketplace. On a une marketplace en Angleterre, une marketplace aux États-Unis, en Allemagne aussi. Et donc, notre marketplace de Paris, qui est Rainer Upcycling, qui est une marketplace spécialisée dans l'upcycling, donc avec plusieurs créateurs d'upcycling et avec qui on fait pas mal d'événements, donc des pop-up à Paris. On a un futur pop-up au printemps pour les périodes des fêtes. Donc, ça nous permet aussi, grâce à eux, de nous développer aussi au national et avec les autres à l'international aussi, et d'avoir une visibilité qui s'accroît de jour en jour. OK. Alors, du coup, on va vous parler de marketing d'influence dans une logique branding et acquisition.
Donc, dans la suite de la présentation, je vais vous parler des bases du marketing d'influence. Et ensuite, il y aura un échange avec Camille, justement, sur la façon dont Studio Clandestin travaille avec les influenceurs et justement, quelle est la vision de Studio Clandestin sur le marketing d'influence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le forum. On essaiera d'y répondre pendant cette présentation. Dans tous les cas, il y aura un échange à la fin de cette présentation. Hop. Pourquoi ça ne veut pas passer? Voilà, c'est un petit peu long. Tout d'abord, avant de parler de marketing d'influence, il est important déjà de définir ce qu'est une marque, parce que finalement, le marketing d'influence fait partie d'une stratégie de communication globale qui associe d'autres leviers de communication, que ce soit on ou offline, tout ce qui est presse, tout ce qui est radio, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, ce sera même la communication que vous pouvez faire sur votre propre site Internet. Donc, une bonne marque, c'est quoi? Une marque puissante, en tout cas, une marque qui dégage des émotions, c'est quand même le but premier d'une marque, c'est d'abord d'avoir une identité visuelle bien définie. Alors, quand on parle d'identité visuelle et de marque, généralement, on associe le logo et la charte graphique. En fait, ce n'est qu'une partie, puisque l'identité visuelle aussi se caractérise par votre propre site web, votre feed sur Instagram, votre feed sur Facebook, les différents posts que vous pouvez publier sur votre page LinkedIn pour mettre en avant le développement de votre structure, etc. Donc, l'identité visuelle, en fait, c'est un tout et ce n'est pas forcément uniquement un logo. Donc, ne serait-ce que par l'identité visuelle, déjà, vous devez transmettre des éléments qui définissent votre marque. Ensuite, une marque puissante, c'est une marque qui a une vision claire et une mission qui est bien définie. Autrement dit, quelle est votre raison d'être sur votre marché? Pourquoi finalement vos clients achètent vos produits plutôt que les produits de vos concurrents? C'est ensuite un territoire d'expression, à savoir les sujets que vous allez mettre en avant, et un ton de communication qui est clairement défini. Comment allez-vous vous adresser à votre cible, à vos clients ou à vos prospects? Est-ce que vous allez avoir un ton plutôt sérieux, professionnel, avec des mots, avec un vocabulaire qui est bien défini, bien sérieux en fait? Ou au contraire, est-ce que vous allez avoir un ton un petit peu plus humoristique ou un ton un petit peu décalé, ce qui est un petit peu le cas de Studio Clandestin? Si vous allez voir leur site internet, typiquement, vous allez voir que les mannequins sont dans certaines postures, avec notamment des couronnes de fleurs, etc., au niveau de la tête. Donc, il y a quand même un élément visuel et un ton de communication qui leur est propre et qui fait qu'à travers cela, il y a des émotions qui se dégagent et les clients et les prospects, avant qu'ils ne soient clients, s'identifient en fait facilement à cette marque. Et donc, l'acte d'achat est beaucoup plus facile derrière. Une marque puissante, c'est aussi une histoire. C'est une histoire à raconter, ce qu'on appelle le storytelling. Et concrètement, pourquoi vous avez créé cette marque? D'où vient l'ancrage de votre marque? Camille a parlé tout à l'heure, c'est Jonathan. Alors, ce n'est pas moi, Jonathan, c'était l'autre. Jonathan qui a eu l'idée de créer cette marque. Ce sont deux amis. Il y a eu une association, il y a eu un partage des compétences au niveau de la structure. Et finalement, Studio Clandestin, ce n'est pas que Jonathan, mais c'est Jonathan et Camille. Donc, et tous nos partenaires d'ailleurs, tous nos collaborateurs, nos mannequins, nos égéries, nos photographes, voilà, on est beaucoup sur l'aspect famille clandestine. Voilà. D'ailleurs, c'est un mot que vous utilisez dans votre communication, la famille. La famille clandestine. D'ailleurs, la dernière collection s'appelait la famille O, qui est famille en provençal. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est à bien définir aussi au niveau de votre marque. Et enfin, une marque puissante, c'est une marque qui a une visibilité et une notoriété. Et ça, malheureusement, je dirais, la visibilité et la notoriété s'acquièrent par la répétition, par la récurrence. Vous devez sans cesse être présent sur les réseaux sociaux, éventuellement en presse en fonction de votre budget, lors d'events. Studio Clandestin organise énormément de défilés, par exemple, ce qui fait que la marque, elle est régulièrement visible par ses prospects et par ses clients. Donc, ce qui procure une nouvelle fois un attachement. C'est le but de la marque, créer des émotions et un attachement. Alors, pourquoi je vous mets ça en avant? C'est parce que finalement, le marketing d'influence va vous permettre de travailler sur l'ensemble de ces points. En travaillant le marketing d'influence, en travaillant avec des influenceurs ou des blogueurs ou des Instagrammeurs, vous pouvez justement travailler votre identité visuelle, mettre en avant votre mission, mettre en avant votre ton de communication,
mettre en avant votre histoire et finalement travailler votre notoriété et votre visibilité. Et donc ça, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette présentation. Petit focus quand même sur la marque pour terminer sur cette partie-là. Une marque puissante, c'est une marque qui a une plateforme de marque claire et précise. En gros, la plateforme de marque, ce sont les différents éléments qui vont constituer votre marque. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé précédemment. Il y a la vision, il y a la mission, mais il y a aussi les valeurs. Quelles valeurs vous voulez donner à votre marque et auxquelles, justement, vos clients et vos prospects vont se rattacher. Typiquement, pour Studio Clandestin, l'upcycling et tout ce qui est considération environnementale et au-delà de ça, sociétale, font partie des valeurs très fortes de la marque. L'histoire, les éléments visuels, un ton de communication, un petit slogan, tous ces éléments-là qui constituent une plateforme de marque doivent être très clairement définis dès maintenant si vous êtes vous-même, si vous avez vous-même votre marque, puisque de ça va décliner toute votre stratégie marketing, communication et éventuellement RH. Vous ne pouvez pas communiquer en presse ou sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas déjà défini en amont un ton de communication, des valeurs, des sujets sur lesquels vous voulez prendre la parole et finalement ce que vous voulez donner à votre marque. Donc, tant que la plateforme de marque n'est pas travaillée, c'est compliqué de lancer une stratégie de communication. Et donc, sur ça, nous, After Five, on peut vous accompagner. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, la marque est à votre société ce que l'identité est à l'être humain. La marque, c'est votre identité en tant qu'entreprise. C'est ce qui va vous définir, c'est ce qui va vous personnifier en tant qu'entreprise. Et finalement, les influenceurs, ce sont les identités. Donc, il faut que l'identité que vous voulez donner à votre marque matche parfaitement avec l'identité des influenceurs. Concrètement, le marketing d'influence, je vais y passer très rapidement. Là, je vous mets deux photos d'une influenceuse française. Bon, je pense que vous la connaissez tous. C'est Caroline Receveur, qui est l'une des principales influenceuses françaises et je dirais même mondiales. Caroline Receveur a 4,4 millions d'abonnés sur Instagram. Si on fait un petit comparatif avec elle, qui est quand même le magazine de référence, notamment sur tout ce qui est sujet lié à la femme, la mode, la beauté, le lifestyle en général, etc., elle, ce n'est que 419 000 abonnés sur Instagram. Concrètement, Caroline Receveur a 10 fois plus de puissance sur Instagram qu'un magazine comme elle. Un influenceur, c'est quoi finalement? Un influenceur, c'est une personne, qu'elle soit connue ou pas, qu'elle ait une faible communauté ou au contraire une très grosse communauté, mais en tout cas par ses actions de mise en avant, par ses posts, finalement par le fait de montrer sa vie quelque part, va influencer le comportement des gens, va influencer leur façon de penser et donc va influencer leur façon de consommer. Là, on ne va pas forcément vous parler de célébrités, on va vous parler d'influenceurs qui ont entre 10 000 et 1 million d'abonnés, notamment sur TikTok. Finalement, ce sont des personnes lambda qui, parce qu'ils ont décidé de parler d'eux, de parler de leur vie, etc., de mettre en avant leurs valeurs, qui ils sont, comment ils consomment, etc., ont réussi en fait à gagner une communauté et finalement, cette communauté leur fait entièrement confiance. S'ils disent quelque chose, c'est que c'est vrai. Donc, du coup, s'ils disent que le produit qu'ils portent est de bonne qualité, qu'il fit bien, qu'il ne rétrécit pas au lavage, etc., leur communauté va leur faire confiance. Et donc, l'acte d'achat, derrière, va être très rapide et facilité, en fait. Le marketing d'influence, aujourd'hui, c'est indispensable, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Moi, en tant que consultant, j'accompagne des acteurs dans le B2B, notamment dans les abris de chantier. Donc, on est vraiment dans du B2B BTP. Et typiquement, on fait du marketing d'influence parce qu'il y a des experts, parce qu'il y a des influenceurs dans tous les domaines. Et surtout, aujourd'hui, les Français sont présents sur tous les réseaux sociaux. Là, je vous ai mis quelques exemples des Français présents sur chaque réseau social. Vous voyez que finalement, communiquer auprès des influenceurs, c'est devenu indispensable. Parfois même plus indispensable que communiquer dans de la presse. Les influenceurs se distinguent en différents groupes en fonction de la taille de leur communauté. Donc, vous avez les nano-influenceurs qui ont moins de 10 000 abonnés, les micro-influenceurs entre 10 et 100 000,
les macro-influenceurs, entre 100 000 et 1 million. Et ensuite, vous avez, on les appelle aussi les célébrités, parce qu'au-delà de là, ils sont invités dans des émissions de télé, etc., qui ont plus d'1 million d'abonnés. Il faut travailler avec chaque groupe. Alors, bien évidemment, en fonction de son budget, mais les nano-influenceurs aujourd'hui sont des influenceurs qui sont énormément sollicités parce qu'ils ont un taux d'engagement qui est très élevé auprès de leur communauté. Donc, parfois, travailler avec un nano-influenceur peut être plus intéressant que travailler avec un micro-influenceur parce que déjà, il vous coûtera beaucoup moins cher, mais en termes de performance, en termes de trafic sur votre site, sur votre boutique en ligne, voire même en termes de ventes réalisées, pourrait être comparable. Et du coup, le retour sur investissement sera beaucoup plus intéressant. Je vais vous donner 2 chiffres. 61% des consommateurs interagissent avec un influenceur au moins une fois par jour. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert et du coup, on entend une conversation. Je crois que c'est… Voilà, merci beaucoup. Donc, 61% des consommateurs interagissent avec un influenceur au moins une fois par jour. Par interagir, ce n'est pas forcément envoyer un message ou liker un post ou commenter. C'est juste le fait de voir tout simplement le post qui apparaît en fait dans son feed. Et ne serait-ce que ça, c'est important parce que c'est un travail de visibilité et de notoriété de votre marque. Donc, même s'il n'y a pas de like, même s'il n'y a pas de commentaire, ce n'est pas grave. Il y a une impression, il y a une vue et ne serait-ce que ça, en fait, ça ancre votre marque dans l'esprit de la personne. Et c'est ce qui est le plus important quelque part. Parce que la récurrence fait qu'au bout d'un moment, cette personne-là va acheter ou va aller sur votre site ou va s'inscrire à votre newsletter. En tout cas, il y aura une action un petit peu plus tard. Et ensuite, 80% des consommateurs ont déjà fait un achat suite à une recommandation d'un influenceur. Donc, les influenceurs sont importants parce qu'ils ont un pouvoir de recommandation et de décision surtout sur les consommateurs. Maintenant, on va rentrer dans les objectifs du marketing d'influence pour votre image de marque et au-delà de ça, pour votre acquisition. Hop. Vous vous rappelez, en tout début de présentation, je vous ai parlé des valeurs, des missions, du ton de communication et finalement de la personnalité que vous devez donner à votre marque. Travailler avec des influenceurs va justement vous permettre d'asseoir la personnalité que vous souhaitez donner à votre marque. Si vous voulez une marque avec une personnalité plutôt familiale, plutôt glamour, enfin, quelle qu'elle soit, vous devez dans ce cas-là choisir un influenceur ou une influenceuse dont la personnalité, finalement, est celle que vous voudriez donner à votre marque. Généralement, quand on travaille une marque avec nos clients, on leur dit « Si votre marque était une personne notamment célèbre, qui souhaiteriez-vous qu'elle soit ?» Avec ses caractéristiques, avec son positionnement, avec les valeurs qu'elle véhicule, avec sa manière de parler, sa manière de s'habiller, etc. C'est la même chose lorsque vous allez travailler avec des influenceurs. Choisissez toujours un influenceur où vous diriez « cette personne-là, elle pourrait être ma marque ». Et ça, c'est très important. Parce que du coup, à travers cette personnalité, vous allez travailler votre image de marque. Vous allez asseoir votre image de marque. Un influenceur va vous permettre aussi finalement de renforcer vos propres valeurs. Donc, un influenceur, on le sait, de par sa manière d'être, de par son attitude, de par ses prises de position aussi sur certains sujets, il véhicule certaines valeurs. Le fait de s'associer avec un influenceur qui véhicule des valeurs, forcément, ça va avoir un impact sur votre marque. Bon, là, je vous ai mis un exemple de Coca-Cola. L'une des valeurs, enfin, l'une des missions de Coca-Cola, c'est de faire changer les choses. Ils le disent très clairement. Changeons les choses ensemble. En faisant appel à des influenceurs hommes qui, finalement, sont non-binaires, donc qui déstructurent quelque part la masculinité, ils font bouger les choses aussi à leur manière. Donc, ça participe en fait à une stratégie de communication globale. Si jamais tu veux intervenir, tu interviens. Donc, voilà, donc n'hésitez pas en fait, avant de contacter un influenceur, déjà à bien le connaître, à le suivre, à voir quelles sont les valeurs qu'il dégage, quelles sont les missions qu'elle dégage, comment sa communauté se rattache à lui par rapport à ses valeurs, pour savoir si finalement les valeurs qu'il véhicule
ce sont les mêmes valeurs que vous souhaitez donner à votre marque. Parce que forcément, en s'associant avec un tel influenceur, la valeur de non-binarité, etc., d'inclusivité de Coca-Cola, elle explose ici. On va réfléchir en termes de cohérence. Exactement. Travailler avec un influenceur, c'est être en cohérence parfaite avec l'image que vous voulez donner à votre marque. Travailler avec un influenceur peut aussi donner une certaine valeur, un certain prestige, un certain positionnement. Là, je vous ai mis l'exemple, c'est un influenceur qui s'appelle Pierre Schuster. Pierre Schuster, lui, dans toutes ses communications, notamment sur Instagram et sur son blog, il ne met en avant que des hôtels de luxe, des restaurants très haut de gamme, vraiment dans un univers de prestige. En s'associant avec lui, forcément, sa communauté va considérer votre marque comme quelque part de prestigieuse. Parce que s'il accepte de travailler avec vous, c'est que lui-même, il considère que votre marque, elle véhicule une certaine valeur de prestige, un certain positionnement en fait par rapport à vos concurrents. Donc, le fait de travailler avec lui va renforcer justement ce côté haut de gamme, luxueux, prestigieux de votre marque. Au contraire, si vous avez un positionnement low cost, bas de gamme, medium ou access, dans ce cas-là, il va falloir trouver des influenceurs qui, de par la façon dont ils mettent en avant des produits, leur virée shopping, les restaurants dans lesquels ils vont, les hôtels dans lesquels ils vont, etc., soient en parfaite cohérence avec votre propre positionnement, produit et image de marque. Typiquement, si une marque low cost travaille avec un Pierre Schuster, il va y avoir une incohérence. Et du coup, la communauté ne va pas comprendre. Donc, du coup, ça va avoir une répercussion au niveau de votre propre image de marque. Travailler avec un des influenceurs peut aussi donner un certain ton de communication à votre marque. Là, je vous ai pris l'exemple d'une marque de cosmétiques qui travaille énormément avec les anciennes Miss France. Miss France, c'est le glamour, c'est la beauté à la française. Il y a tout un univers en fait qui est véhiculé, ne serait-ce que par le nom de Miss France. En s'associant avec justement les anciennes Miss France, cette marque, elle aspire ces valeurs-là. Elle absorbe les valeurs de Miss France et son ton de communication qui est très glamour, aucune provocation, la féminité par excellence, etc., etc. Bien évidemment, un influenceur vous permet de travailler votre notoriété, votre visibilité. Donc, pour ce faire, ne faites jamais des campagnes en one-shot avec un influenceur. Ça ne sert à rien. Si vous voulez travailler du marketing d'influence, prévoyez un certain budget, mais que vous allez condenser sur 1, 2 ou 3 influenceurs, plutôt que de faire une virée de campagne comme ça avec plein d'influenceurs. Mais le marketing d'influence, pour qu'il marche, se travaille sur du moyen terme et sur du long terme. Il faut qu'il y ait de la récurrence. Il faut qu'à peu près tous les 2, 3, 4 mois, en fonction aussi de votre actualité, le même influenceur reparle de votre marque. C'est comme ça que l'ancrage va se faire auprès de sa communauté. Vous pouvez aussi utiliser des influenceurs pour atteindre et tester de nouvelles audiences. Donc, si jamais vous avez un doute sur votre persona, sur vos segments de clients, pourquoi ne pas tester un influenceur qui a un style un petit peu différent, qui a des valeurs un petit peu différentes, mais qui sont quand même relativement proches des vôtres, pour justement voir comment sa communauté va réagir et voir si ce segment de clientèle, ce segment de prospect, peut être attiré par votre produit et finalement générer du trafic sur votre site, générer des ventes ou de l'inscription à la newsletter. Donc, le marketing d'influence est aussi un excellent moyen pour voir si finalement, il n'y a pas des segments de cibles secondaires qui pourraient être intéressants pour votre marque, pour développer votre activité et votre chiffre d'affaires. Donc, le marketing d'influence génère du trafic et des ventes. Ce n'est pas la priorité principale. Enfin, ce n'est pas la priorité lorsqu'on fait une campagne de marketing d'influence. On est avant tout sur de la visibilité et sur de la notoriété. Néanmoins, il y a quelques influenceurs, on sait qu'ils ont un impact immédiat au niveau des ventes. Alors, généralement, pour cela, il faut qu'il y ait un petit code promo qui soit associé pour qu'il y ait une incentive pour faciliter justement l'acte d'achat. Mais bon, après, on les connaît, hein, les influenceurs qui transforment rapidement. On sait très bien que certaines influenceuses, dès qu'elles mettent en avant une robe ou un t-shirt, c'est sold out sur la boutique en ligne, par exemple. Encore une fois, comme disait tout à l'heure Camille, tout dépend aussi du positionnement prix. Il faut qu'on reste sur des prix qui soient quand même relativement accessibles
Quand on est déjà sur des marques de créateurs, c'est quand même plus compliqué de faire de la vente en ligne. Dernier point, le marketing d'influence est génial pour produire du contenu que vous allez pouvoir réutiliser vous derrière sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux et sur vos newsletters par exemple, ou même dans la presse, etc. Travailler avec des influenceurs, finalement, ça va vous permettre de diminuer tous vos coûts de production que vous pourriez avoir en faisant appel à un photographe, à un vidéaste, etc. Moi, typiquement, toutes les campagnes de marketing d'influence pour lesquelles je travaille, je sais que les marques derrière, en tant qu'influenceur, je pense, les marques derrière vont réutiliser le contenu. Donc, du coup, je le monétise, hein, je le fais facturer parce que c'est du droit à l'image aussi. Et moi, en tant qu'agence, je demande systématiquement à l'influenceur de travailler son image, etc., d'une certaine façon pour que derrière, on puisse nous le réutiliser sur les newsletters de nos clients ou sur leur propre site internet. Et n'oubliez pas, notamment au niveau blogueur, les influenceurs blog, qu'un article qu'ils vont faire sur votre site va vous permettre de créer du netlinking. Donc, ça va vous permettre d'augmenter votre popularité au niveau de Google et des différents moteurs de recherche, voire même d'avoir des positions très bien placées sur Google ou sur Bing, Yahoo, etc. Donc, on travaille beaucoup généralement, enfin, quand on dit marketing d'influence, on pense beaucoup à Instagram et maintenant de plus en plus à TikTok. Mais les blogs, ce sont des éléments essentiels pour travailler votre référencement naturel. Et ça, encore aujourd'hui, de nombreuses marques l'oublient complètement. Et ce qui est vraiment dommage. Puisque vous pouvez très bien faire des packages avec des influenceurs qui associent un article de blog plus post sur Instagram, plus story, avec un prix qui peut être quand même très intéressant pour vous. Alors, comment collaborer avec les influenceurs? Ça, c'est la question principale. Quand on parle de marketing d'influence, on parle tout de suite de dotation de produits. C'est vrai, c'est bien. Moi, typiquement, aujourd'hui, je les refuse pratiquement à 50% en tant qu'influenceur. Parce que tous les jours, j'ai des demandes. Et je ne peux pas les mettre en avant tous les jours. Sinon, ma communauté, elle va me prendre pour un Carrefour ou pour un Leclerc. Et au bout d'un moment, ils vont se dire « Non, mais en fait, on en a marre. Tu n'arrêtes pas de mettre en avant des produits. Ça n'a plus de sens. » Surtout quand on est sur des produits cosmétiques. J'ai qu'une peau. Au bout d'un moment, je ne peux pas essayer des crèmes tous les 2 jours en disant elle a des bienfaits miraculeux pour ma peau. Ce serait complètement mentir. Donc, la dotation de produits, elle marche, encore une fois, que si vous avez une relation moyen et long terme avec les influenceurs, vous allez créer un véritable partenariat et où vous allez pouvoir envoyer à l'influenceur régulièrement vos nouveautés. Mais là, on s'inscrit vraiment dans une logique de partenariat. Du coup, au niveau de la communauté, il ne va pas y avoir de sensation de place de marché, puisque la communauté sait que l'influenceur travaille avec cette marque depuis de nombreux mois, qu'il y a une relation de confiance entre les deux et que du coup, le message, en tout cas les messages, sont véhiculés de façon beaucoup plus optimale. Les jeux concours. Je vous conseille de faire des jeux concours parce que justement, ça permet de pallier au fait d'envoyer des produits régulièrement aux annonceurs. Le jeu concours a un double intérêt. D'une part, pour l'influenceur, parce que ça va créer de l'engagement vis-à-vis de sa propre communauté. Et on sait que l'engagement, c'est ce qu'il recherche. D'autre part, ça va travailler votre notoriété, votre visibilité, puisqu'à travers un jeu concours, finalement, votre marque va être mise en avant pendant une semaine, puisque l'influenceur va faire des rappels pour qu'ils participent, pour que leur communauté participe. Mais surtout, un jeu concours va vous permettre aussi d'avoir des nouveaux abonnés, puisque généralement, on demande à un jeu concours pour participer. Abonnez-vous à ma page en tant qu'influenceur et aussi abonnez-vous à la page de l'annonceur qui sponsorise en fait le concours. Donc, le jeu concours est une très belle opportunité pour augmenter vos propres communautés en tant que marque. La création d'événements, ça aujourd'hui, peu d'annonceurs le font et c'est dommage. Alors, par événement, ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose avec un énorme budget. Moi, ce que je dis parfois à mes clients, c'est faites un apéro, faites un after-work, vous mettez un message sur votre communauté, vous faites un petit concours, vous invitez 15-20 personnes par exemple, vous vous retrouvez dans un bar, dans un resto, peu importe,
Et le fait de voir la communauté, déjà, vous allez avoir des informations en direct de ce qu'ils pensent de votre marque, de l'image de marque qu'ils ont. Et ça peut aussi vous aider, vous, à travailler votre propre stratégie de marque. Donc, n'hésitez pas à faire des apéros. Studio Clandestin, par exemple, organise beaucoup de défilés dans lesquels des influenceurs sont invités. Je ne sais pas si tu peux en parler. Ah oui, oui. Alors, nous, on travaille principalement sur Nice avec l'agence Meetup Agency, avec Farah Mineuse, qui elle-même est influenceuse. Et donc, on passe par elle directement et puis par les influenceurs avec lesquels on a travaillé aussi de notre côté, avec qui on a créé des liens. Et à chaque fois qu'on organise un défilé, évidemment, on a une partie de nos invités qui est dédiée aux influenceurs. Voilà, ce qui va nous permettre en fait d'accroître la visibilité de l'événement, puisqu'on sait que chacun va relayer en fait sur leur propre réseau et ça va multiplier. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un événement, un défilé, on multiplie notre visibilité. On le voit directement sur toutes les stories, sur les abonnements d'Instagram et tout ça. C'est automatique. Voilà. Donc, ça permet de créer aussi du contenu, puisque les influenceurs vont créer des réels, des photos, voilà. Et vous repartagez en story, qu'on etc. repartage en story, et ça permet justement de créer cet engagement-là. Et nous, on participe aussi à des événements d'influenceurs, comme ça a été le cas ce week-end d'ailleurs, avec Meetup Agency aussi, un press day qu'on avait fait. Donc, nous, on était acteurs de ce press day. Donc, où Meetup présentait plusieurs marques et a invité de la presse, des influenceurs. Et donc, à ce moment-là, les influenceurs choisissent ou non finalement de nous mettre en avant. Et ça crée de la même manière du contenu. Ils essayent les vêtements, voilà, et ça permet de montrer aussi la marque à leur communauté. Studio Clandestin, en fait, a une très, très bonne relation de travail avec les influenceurs. Et pour le coup, je parle de relation de travail. Je ne parle pas de collaboration. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai connu Studio Clandestin avant de travailler pour eux sur leur recherche de financement. En fait, Studio Clandestin, dès qu'il faut un événement, ils invitent les influenceurs. Du coup, en fait, ça crée une relation avec la marque qui, au-delà d'être une relation de purement influenceur-marque, finalement devient une relation influenceur-ami-marque. Puisque, en plus, quand on est hyper bien reçu, enfin voilà, quelque part, notre travail est aussi valorisé par Studio Clandestin. Donc, du coup, quand ils nous sollicitent, honnêtement, on ne se pose pas la question est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas. Limite, c'est tout de suite ok, pas de souci, tu fais un événement, j'y vais, parce que déjà, ça me fait plaisir de les voir eux, de voir Jonathan et Camille, parce que je sais aussi que leurs events ils sont hyper bien travaillés, que la musique est bonne pendant le défilé, qu'il y a du bon vin, enfin voilà. Donc, tout ça fait qu'au bout d'un moment, il y a une relation qui est créée, qui est au-delà de la relation influenceur-marque. Et demain, par exemple, si Studio Clandestin lance un nouveau produit, et qu'ils me disent, ben voilà, on a besoin de visibilité, on a besoin de notoriété pour ce nouveau produit, je le fais sans même être rémunéré. Parce qu'on est au-delà, parce que là, au bout d'un moment, on est au-delà de ça, en fait. Il y a une réelle confiance, en fait, qui est instaurée entre… Et moi, je sais que si demain, par exemple, je demande des produits à Studio Clandestin parce que j'ai un événement ou autre, ils ne vont même pas se poser la question, ils vont me dire, on te les prête. Même si l'événement ne va rien leur apporter en termes de notoriété, en termes de visibilité, en termes d'image de marque. Donc voilà, il y a une relation de confiance qui s'installe. C'est un échange humain, voilà, c'est un échange. C'est-à-dire qu'on ne multiplie pas forcément les partenariats. Par contre, les partenariats qu'on a, ce n'est pas des partenariats, c'est vraiment de la collaboration humaine finalement. Les influenceurs avec lesquels on travaille, on a vraiment un lien finalement avec eux pérenne et de confiance, et on les laisse finalement, on va le voir après, mais on les laisse amener finalement Studio Clandestin chez eux, quoi. En fait, c'est dans notre image de marque et dans nos valeurs, c'est vraiment ça. Comme je disais tout à l'heure, on travaille vraiment sur la famille, on travaille sur la confiance, sur le partage. On essaie, alors on a au niveau de notre image, voilà, on travaille sur une image très forte en photo, sur le site et tout ça. Visuellement parlant. Visuellement parlant, tout à fait. Et en story, tout, on se lâche un petit peu plus. Voilà. On sait qu'on crée de l'engagement quand on se montre aussi avec Jonathan.
on a pas mal d'humour tous les deux. Du coup, ça plaît pas mal. Et c'est comme ça aussi qu'on crée le lien avec les gens avec lesquels on travaille. Que ce soit encore une fois les influenceurs, nos modèles qui me suivent sur chaque défilé, qui sont toujours qui répondent aussi toujours présents, nos équipes avec qui on travaille et les influenceurs aussi. Ouais. Moi, tous les jours, je reçois des demandes de sollicitation donc, par les marques en tant qu'influenceur. Je refuse 90% d'entre elles. Pourquoi? Parce que leur message, c'est « Bonjour, je suis un tel de telle marque, nous proposons tel type de produit. Est-ce que vous pourriez le mettre en avant ?» Ok, bon, déjà, je ne te connais pas. Ensuite, tu me demandes tout de suite de mettre en avant ton produit. Moi, ça me pose un problème. Ils n'ont jamais liké mes photos, ils ne sont même pas abonnés à mon propre compte, ou ils ne parlent même pas des articles que j'ai pu écrire. Dire bonjour, le mal français. Alors déjà, c'est bonjour le mal français. Ouais. C'est même pas bonjour Jonathan, alors que sur le blog, j'explique concrètement qui je suis. Et parfois, c'est même pas bonjour le mal français, c'est bonjour le nom d'un autre blogueur. Donc, et ça arrive, et alors je dis ça, mais ça arrive dans 30% des cas à peu près. Hein. C'est des copier-coller de messages. Oui, c'est ça. Je réponds pas aussi. Voilà, donc concrètement, je leur dis, mais pourquoi vous me sollicitez? Alors, je leur réponds en disant, bah, merci de l'intérêt que vous portez au mal français, enfin voilà. Pourquoi me sollicitez-vous? Et là, généralement, j'ai plus de message. Je n'ai même pas de réponse. Travailler avec un influenceur, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que vous partagez son contenu, parce que vous partagez son ton de communication, parce que vous partagez ses valeurs, parce que finalement, vous vous retrouvez en lui. Ça ne sert à rien d'envoyer une série de mails à des influenceurs en espérant qu'ils vont mettre en avant votre produit comme ça, de façon limite gratuite. Quand le message est hyper bien construit, qu'ils me disent, voilà, je suis allé voir, je t'ai connu, j'ai vu ton article, ton ton de communication m'a fait rire, etc., etc. Déjà, quand je vais lui répondre, je ne suis plus dans la même disposition. Je sais qu'il me connaît, je sais qu'il connaît mon ton de communication. Donc, du coup, il va y avoir un échange qui sera possible entre lui et moi, en fait, entre la marque et moi. Donc, du coup, je vais être plus susceptible de lui dire oui à sa demande, même si ce n'est pas une demande rémunérée, même si c'est juste une notation de produit, parce que le produit peut me plaire. Donc, aussi, j'ai envie d'en parler sans forcément être rémunéré. Mais déjà, la relation n'est pas du tout la même que « Bonjour, le mal français, je suis un tel, est-ce que tu peux mettre en avant mon produit ?» Un influenceur, ce n'est pas votre service communication. Un influenceur, ce n'est pas votre agence RP. Un influenceur, c'est une personne qui a une communauté qui est beaucoup sollicitée et par conséquent, il doit aussi faire des choix dans les marques avec lesquelles il travaille. Autre manière de travailler avec les influenceurs, donc là, on est plus sur des influenceurs déjà qui ont une certaine communauté au niveau macro-influenceur et limite même célébrité. C'est ce qu'on appelle le social takeover, où en gros, vous allez donner la main sur votre compte Instagram pendant une journée, par exemple, ou pendant une soirée, à un influenceur. Du coup, l'impact, il est quand même important pour vous parce que l'influenceur va communiquer auprès de sa communauté. Et finalement, pendant une journée ou une soirée, sa communauté va être transférée sur votre propre compte Instagram, ou compte TikTok, ou compte LinkedIn, enfin peu importe les réseaux sociaux sur lesquels vous travaillez. Et ça va vous apporter en fait tout de suite du trafic sur votre compte et en même temps des nouveaux abonnés. Et enfin, le stade ultime, là encore une fois, on est vraiment avec des célébrités limites, ce qu'on appelle le co-branding, donc la co-création de produits, où là, en fait, vous allez travailler sur un produit ou une capsule ou une gamme de produits qui sera dessinée ou construite avec l'influenceur et qui portera son nom. Là, on est non seulement dans une stratégie d'image de marque, puisque finalement, vous associez l'image de l'influenceur à votre propre image de marque, mais en plus, on est sur du ROI, sur de l'acquisition pure, puisque le but, c'est qu'il y ait des ventes qui soient tout de suite générées parce que l'influenceur va donner le go pour que leur communauté achète sur votre site Internet, sur votre shop. Et le stade ultime, l'ambassadeur, où là, on parle d'égérie. Donc, Caroline Receveur, j'en parlais tout à l'heure, typiquement avec la marque de bijoux APM sur Monaco. Voilà, c'est l'image de marque de la marque. Et finalement, toutes les valeurs que Caroline dégage, toutes les images, toutes les émotions que Caroline dégage, elles sont
directement transmises à la marque. Là, je vous ai mis un petit focus sur finalement comment travailler avec les influenceurs en fonction de leur taille de communauté. Alors, là, ce que je vous mets ici, c'est très générique. Bien évidemment, il y a des exceptions. Un nano-influenceur, donc qui a moins de 10 000 abonnés, généralement, de la dotation, c'est le modèle de base pour travailler avec lui. Néanmoins, si cet influenceur est très spécialisé sur une niche de marché, sur un sujet très, très particulier, il a donc une expertise qui est forte, il a donc une communauté qui est encore plus engagée. Et là, pour le coup, un petit billet pourrait être nécessaire pour qu'il véhicule votre marque. Maintenant, comment bien choisir ces influenceurs? Déjà, attention aux tricheurs. Bon, ça, il y a énormément de solutions aujourd'hui qui existent sur Instagram, Facebook, pour acheter des likes, pour acheter des commentaires, pour acheter de l'impression. Enfin, on peut tout acheter en fait maintenant sur Internet. Donc, attention. Une petite analyse très rapide se fait en regardant juste les derniers abonnés, enfin, les derniers abonnements pardon, du compte de l'influenceur. Si vous voyez que l'influenceur est français, qu'il parle en français, que tous ses posts sont en français, qu'il ne met en avant que des marques françaises, et que vous voyez que ses abonnements sont très majoritairement étrangers, déjà, c'est bizarre. Et ensuite, vous n'avez aucun intérêt à travailler avec lui ou avec elle, parce que du coup, ce n'est pas votre cible. Vos clients ne sont pas chez cet influenceur-là. Donc, juste un petit tour sur les derniers abonnements peut déjà vous donner une vision sur l'intérêt ou pas de bosser avec cet influenceur. Autre point, regardez le nombre total d'abonnements. Si l'abonnement est proche de 7 500 ou entre 6 500 et 7 500 abonnements, ça veut dire à 90% que cet influenceur utilise des robots qui va aller liker des comptes, qui va aller s'abonner à des comptes en espérant avoir un retour d'abonnement de la part de ce compte-là. Donc, la communauté, elle est certes importante, mais elle n'est pas du tout engagée vis-à-vis de l'influenceur. Attention aussi à la qualité de contenu que cet influenceur partage. Il faut que le contenu, il faut que l'identité visuelle de cet influenceur, les mots qu'il utilise, soient en parfaite cohérence avec l'image de marque que vous voulez véhiculer de votre propre marque. Si vous avez une marque un petit peu glamour, avec un ton de communication glamour, une belle identité visuelle, hyper travaillée, etc., typiquement, n'allez pas travailler avec certains influenceurs. Bon, là, je vous ai mis quelques exemples. Là, la dernière photo, par exemple, sur le côté droit en bas, où on voit l'influenceuse qui a une haltère dans la main et en même temps des patchs pour travailler ses abdos. Pourquoi? Enfin, concrètement, la marque, elle se dévalorise, mais complètement. Il y a une perte d'intérêt. Là, pour le coup, en termes d'image de marque, c'est catastrophique. OK? Donc, attention à tout l'univers visuel et ton de communication de l'influenceur. J'attends, je reviens sur le taux d'engagement dont tu parlais tout à l'heure. Il est aussi possible de demander, alors je ne sais pas si c'est tout le temps possible, mais de demander les statistiques. Oui. Personnel des influenceurs pour justement regarder le taux d'impression, le taux d'engagement, la communauté aussi, les statistiques au niveau du rayonnement de l'influence. Ouais, n'hésitez pas à le demander. Aussi, hein. C'est vrai que peu de marques le font. Ouais. Peu de marques demandent les stats des influenceurs. Si l'influenceur n'a rien à cacher, il n'y a pas de raison qu'il ne vous les envoie pas. S'il a des choses à cacher, forcément, il ne va pas vous les envoyer. Donc, le nombre de vues moyens en story, etc. Voilà. Savoir aussi comment travailler avec lui. Exactement. Attention aux mises en scène. Ça, c'est aussi important parce que du coup, votre image de marque et votre crédibilité, surtout, va en dépendre. Moi, typiquement, quand je prends mon petit déjeuner, mon grille-pain, il n'est jamais à côté de ma tasse de café. Bon, voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont à prendre en compte lorsque vous choisissez de travailler avec des influenceurs. En revanche, vous pourriez très bien travailler avec des influenceurs qui ont un faible taux d'engagement, qui ont des mises en scène qui ne sont pas forcément bonnes. Mais par contre, s'il a un univers graphique,
c'est-à-dire ces photos sont belles, que vous voudriez les utiliser vous pour votre propre newsletter et vos réseaux sociaux, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, on n'est plus sur du branding, on n'est plus sur de l'acquisition pure, on est juste sur finalement de la photographie que vous pourriez faire pour votre site internet ou vos newsletters, pour de l'image pure. Moi, quand j'étais dans le groupe de prêt-à-porter, c'est ce que je faisais. Certains influenceurs ne m'intéressaient pas du tout en termes de retombées, visibilité et trafic sur mon site ou vente. En revanche, il avait une telle esthétique au niveau de ses photos que ça m'intéressait pour mon propre mur Instagram. Donc, vous pourriez aussi travailler de cette façon-là avec des influenceurs. Hop. Et maintenant, on va parler de studio clandestin de façon plus précise. Je regarde juste s'il y a des questions avant. Alors justement, Maëva a posé une question, on en parlera. OK. Oula. Hop. Non, j'ai un peu de mal avec Zoom. Voilà. Alors du coup, Camille, quelle est la vision de Studio Clandestin sur le marketing d'influence? Alors, la vision de Studio Clandestin sur le marketing d'influence a évolué en 3 ans, vraiment. Parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment emballé par l'idée de travailler avec des influenceurs, puisque on n'était pas très à l'aise avec le fait de monnayer finalement, donc de payer un influenceur pour qu'il parle de notre marque. On trouvait que c'était c'est la nouvelle publicité, hein, cela dit, hein, on est très d'accord avec ça. Mais moi, quand je consomme de l'influenceur, quand je vois du placement de produits à outrance, etc., je sais que c'est pour certains, attention, c'est un manque de sincérité. Et comme il y a une démarche finalement mercantile derrière, et qu'on le sait, puisque maintenant la loi aussi oblige à préciser quand un poste est sponsorisé ou non. On n'était pas très à l'aise avec cette idée-là. Comme beaucoup d'annonceurs d'ailleurs. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus et aussi le marketing d'influence a une image qui s'est quand même pas mal dégradée ces derniers mois, voire depuis 2-3 ans. Depuis que en fait, marketing d'influence, maintenant, c'est souvent corrélé aux personnes de la télé-réalité. Donc, forcément, avec des images, qu'ils véhiculent. Quand je parle de télé-réalité, c'est les Marseillais, c'est les Anges, c'est et toutes les émissions que l'on peut voir sur W9 ou Énergie 12. Et c'est vrai. La surconsommation de publicité, finalement. C'est maintenant, quand on regarde des stories Instagram ou des stories Snapchat, il n'y a que ça. Voilà, on passe comme de la pub, quoi, voilà, finalement. Donc, on n'avait vraiment pas envie de se retrouver au milieu de tout ça. Et en fait, on y est venu, mais malgré nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la démarche avec Jonathan d'aller vers les influenceurs. Donc, très sincèrement, on n'a jamais eu de relation rémunérée. En tout cas, on n'a jamais payé pour un poste. Voilà. Et tous les influenceurs avec lesquels on travaille, alors bien sûr, il y a eu des dotations, ça c'est sûr. Comme on le disait tout à l'heure, c'est souvent les influenceurs qui sont venus à nous, ou alors via les événements dont je parlais tout à l'heure, donc le Press Day, etc. Donc dans ces cas-là, oui, bien sûr, on va payer le stand, mais il n'y a pas de relation de financière, du moins, avec l'influenceur. Donc c'est l'influenceur généralement qui nous contacte, qui va nous demander un prêt de vêtements. Voilà, donc il n'y a pas que les influenceurs. D'ailleurs, il y a aussi, on a eu la chance d'avoir certaines grosses têtes, dont Alex Turner du groupe Arctic Monkeys, qui a porté notre t-shirt. Ça a eu un très gros impact aussi donc, sur le t-shirt L'amour, hein, bien sûr. On a même été plagié par un site argentin. Voilà, on a retrouvé notre site notre t-shirt L'amour avec pas la même police, avec voilà, la personne avait refait complètement le t-shirt parce qu'Alex Turner l'avait porté et que son site était pour mettre en avant donc les looks des rockers. Voilà, on a contacté ce monsieur en lui citant les articles de loi et il a retiré le t-shirt de porte. Il y a une question de Maëva finalement qui est en lien avec ça.
Donc, la question de Maëva, c'est finalement la collaboration de studios clandestins avec les influenceurs est en adéquation avec vos valeurs humaines. En fait, moi, je dirais plus que parce que justement, Studio Clandestin a une plateforme de marque qui est très clairement définie, avec une vision, des valeurs, un ton de communication, une certaine image. Finalement, ce sont les influenceurs qui s'identifient à cette marque-là, qui vont aller les contacter pour voir justement si un partenariat n'est pas envisageable. Ce n'est pas dans le sens inverse. La plateforme de marque de Studio Clandestin est tellement claire et précise que les influenceurs s'y identifient. Et du coup, le partenariat, j'aime pas en plus parler de partenariat, la collaboration finalement est sincère. Voilà, Jonathan le disait tout à l'heure quand on a travaillé ensemble voilà, sur l'article. C'est le lien finalement qu'on a créé, les discussions, tout ça, qui ont fait que toi aussi, tu as eu envie de parler de la marque. Finalement. Ah oui. Et du coup, ça devient sincère parce que quand l'influenceur parle de la marque, le ton est différent. Voilà. Il est plus sincère. Quoi. Voilà. En fait, si la plateforme de marque, donc de la marque, est claire et précise, le fait de travailler avec cet annonceur-là va aussi travailler sur la propre identité de l'influenceur. Ça va le renforcer, en fait. Moi, typiquement, quand je participe à des événements pour Studio Clandestin, c'est parce que tout ce qui est les valeurs d'upcycling, tout ce qui est les valeurs, je m'identifie moi-même personnellement. Donc, du coup, en allant à ce défilé, j'ancre encore plus ces valeurs-là auprès de ma propre communauté. Et parce que aussi, tout l'univers visuel, le ton de communication qui est complètement décalé, etc., c'est le ton que moi j'ai avec ma propre communauté. Donc, du coup, ça renforce auprès de ma communauté, finalement, mon image d'influenceur et de blogueur. Donc, c'est un travail, l'un apporte à l'autre ce que l'autre, enfin, en gros, on apporte chacun nos propres personnalités à l'un et l'autre. Oui, exactement. Voilà, c'est une mise en valeur du travail de chacun, finalement. Et c'est là où ça devient intéressant quand on crée des partenariats à long terme avec nos influenceurs. Hop, on va passer à la deuxième question. Non, ça ne veut pas. Du coup, comment vous travaillez avec des influenceurs? Alors, tu en as un petit peu parlé, c'est quand même beaucoup de dotations. Oui, beaucoup de dotations, de prêts aussi. Voilà, donc pour des événements, donc là, je crois que tu l'as dans les slides d'après, mais on travaille. Ah oui, on a eu la chance d'avoir Marie-Claude Pietragala. Bon, on va directement passer en fait au cas particulier, un garçon stupide. Alors, un garçon stupide, donc on l'a rencontré donc, grâce à Farah aussi. Juste 1 million d'abonnés sur TikTok. Ouais. Et belle communauté aussi sur Instagram. 360 000, je crois, sur Instagram. Alors, de prime abord, finalement, c'est ça qui est rigolo, c'est que par rapport à ce que disait Jonathan tout à l'heure, donc Franck, un garçon stupide, n'est pas vraiment représentatif en tout cas de notre persona de studio. Mais dans nos valeurs et dans notre storytelling, Studio Clandestin, c'est avant tout le partage. Voilà. Donc, le partage des savoir-faire, le partage dans un sens large. Nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est justement, je le disais tout à l'heure, c'est laisser libre cours, finalement, aux personnes avec qui on travaille, donc que ce soit les influenceurs, que ce soit des photographes, que ce soit des artistes. On a prêté l'événement pour des clips de musique, des rappeurs, voilà. Et l'idée, c'est de laisser ce qu'on dit à chaque fois avec les gens avec lesquels on travaille, c'est de laisser, encore une fois, dans notre cheminement à nous, donc je ne généralise pas, je focus vraiment sur Studio. L'idée, c'est de créer justement du contenu que l'influenceur ou que l'artiste, que tout ça amène finalement le vêtement dans son propre univers. Et un garçon stupide, c'était un petit peu l'idée. Donc, c'est que lui, il est très extravagant, il est un petit peu décrié même sur TikTok, il est un peu provocateur. On le voit là avec typiquement les visuels qu'il met en avant. Et d'ailleurs, c'était très rigolo cet événement-là. Il a participé au défilé des Galeries Lafayette de 4000. Il nous a demandé Jonathan de lui prêter cette veste avec les strass. Il a demandé conseil à Jonathan au niveau de comment il devait s'habiller. Jonathan lui a dit Franck, fais un peu soft quand même pour une fois. Et il est venu avec un bustier transparent. Donc on en a beaucoup rigolé en disant Franck, t'es encore allé dans la provoque. Et en fait, mais c'est lui.
Donc finalement, c'est pas grave pour nous que ça ne soit pas représentatif finalement de notre marque, parce que ça l'est quoi qu'il arrive, puisque c'est lui qui amène le vêtement dans son propre univers. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'on aime bosser avec eux. Il y a quand même des valeurs que vous partagez avec lui, tout ce qui est non-binaire, non-genré, parce que quand même certaines parties de votre collection est unisexe. Donc du coup, ce garçon stupide, finalement, il véhicule lui-même le côté unisexe, non-genré. Donc du coup, on retrouve cette valeur-là. Et moi, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que là, sur cette photo, c'est un post de 100 000 Instagram qu'on a repris. Il identifie Studio Clandestin avec Mac. Et du coup, en fait, le fait de faire les deux, Studio Clandestin, finalement, va prendre et donc du coup associer à Mac, marque de maquillage, avec toutes les valeurs que Mac véhicule derrière, avec toute l'image de marque que Mac véhicule. C'est dur à dire. L'image de marque et Mac. Et finalement, Studio Clandestin absorbe aussi, auprès des personnes qui ne connaissent pas Studio Clandestin, toutes ces valeurs et tout ce ton de communication de Mac. Donc, c'est un petit peu, c'est pas du co-branding, mais en tout cas, on est dans de la co-communication qui fait que Studio Clandestin, finalement, en sort aussi grandi à travers ce simple post. En fait. Ouais. On l'a habillé aussi très récemment, le week-end dernier, il a été invité au Bal des Fiertés à Paris. Donc, dans le cas, parce qu'il travaille beaucoup avec NIF, Franck. Et donc, il était habillé en Studio Clandestin pour le Bal des Fiertés. Donc, il y a eu aussi beaucoup de création de contenu, etc. Et les retours étaient très intéressants. On passe à notre cas particulier, Karina Vigier. Alors, Karina, donc on travaille avec elle depuis 1 an maintenant. Comment on a connu Karina Vigier? Donc, Karina Vigier, c'est une… Oui, parce que la présenter. Alors, c'est une TikTokeuse over 50, comme elle le dit, qui est très, très ciblée mode. Voilà. Elle est très, très pointue, Karina. Un peu décriée aussi, d'ailleurs. Elle a une très grosse communauté sur TikTok. Elle a été mise en avant par TikTok France, etc. Et on l'a connue au défilé Galeries Lafayette de l'année dernière. On a connu sa fille, Pink Anouchka, qui est également une influenceuse. Et elles ont ensemble un magazine qui s'appelle BOM. Et c'est comme ça qu'on a connu donc, Karina, puisque Karina est venue rencontrer Jonathan au Galeries Lafayette. Et puis de là, s'est créé en fait une amitié finalement et un partage de valeurs aussi. Elle a beaucoup aimé la marque et Karina nous accompagne énormément en avant. On partage beaucoup avec elle aussi, même humainement et sur ses expériences, tout ça. Et elle nous met beaucoup en avant. Donc sur TikTok, on a fait des lives avec elle aussi sur TikTok avec Jonathan qui a créé une pièce en direct. Donc Karina, oui, on travaille très régulièrement avec elle, mais justement, voilà, c'est elle, très régulièrement, elle met la marque en avant. Donc on lui fait des prêts de vêtements très réguliers. Et puis c'est elle qui choisit, encore une fois, de faire un TikTok avec des shootings. Et c'est elle qui amène la marque là où elle veut l'emmener. Et encore une fois, donc c'est elle qui est venue vous chercher. Oui. Et ce n'est pas vous qui êtes venu la chercher. Non, c'est des rencontres, quoi, finalement. Oui, puis finalement, elle s'identifiait aussi à votre marque. Oui, c'est-à-dire que la marque la représentait bien. Par les valeurs de la marque aussi, par le design. Par vous deux. Par aussi, aussi, parce que vous faites partie de la marque. Donc, ça, c'est important aussi de le mettre en avant. Tout à fait. J'ai vu aussi, il y a aussi Pietra Gala, qui a aussi mis en avant. Donc là, vous voyez, on est quand même sur des profils qui sont hyper différents entre un garçon non-binaire, une femme qui est plutôt qui promeut justement la fierté d'être une femme de 50 ans et plus et finalement qu'on n'est pas rangé quelque part. Là, vous avez quand même deux Miss qui ont participé à Miss France, Miss Provence et Miss Côte d'Azur. Vous avez Pietra Gala, danseuse renommée, avec toute une image, avec tout un style qu'elle véhicule. On est quand même sur des personnages qui sont hyper différents, mais qui néanmoins apportent, parce qu'elles représentent elles-mêmes une certaine identité, des certaines valeurs, vont aussi apporter des choses à votre propre marque. C'est ça. Donc ça, c'est important. On va répondre à quelques questions. Hop. Donc ça, on a déjà répondu. Une question de Caroline. Des techniques pour découvrir des influenceurs que l'on ne connaît pas et qui correspondraient
un autre cible. Alors déjà, il y a les hashtags que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux pour découvrir certains influenceurs. Ensuite, c'est de la veille. Il y a les agences aussi. Les agences. Il y a les agences, en effet, de communication. Enfin, de communication. Alors moi, je dirais attention aux agences. Oui, oui, oui. Attention aux agences, notamment les agences d'influenceurs. Il y a beaucoup d'agences de marketing d'influence qui se sont montées parce que voilà, c'est un business. Et donc, du coup, connaissez bien quand même la personne de l'agence avec qui vous travaillez pour justement voir quel est un petit peu son portefeuille, quelle est aussi sa relation avec les influenceurs. Est-ce qu'elle les connaît vraiment, personnellement, ou finalement, est-ce qu'elle a juste un fichier qu'elle va les contacter de temps en temps parce que c'est votre marque? Donc, il faut qu'il y ait une véritable relation entre l'agence marketing d'influence et les influenceurs. Parce que si la relation est là, si elle est bonne, les influenceurs seront plus susceptibles d'accepter de mettre en avant notre produit que si elle ne connaît pas en fait l'agence. Donc, moi, je dis aussi, faites un travail de veille sur Google. Encore une fois, tout ce qui est blog, etc., sont des éléments à prendre en compte parce que ça participe aussi à travailler votre référencement, votre SEO, etc. C'est important. Surveillez vos concurrents, regardez ce qu'ils font, avec qui ils travaillent. Ça peut aussi vous donner des pistes pour savoir justement quels sont les types d'influenceurs qui sont pertinents pour votre secteur d'activité. Voilà. Mais il y a quand même un gros travail de veille à faire vous-même aussi pour justement trouver la bonne personne. Moi, quand je travaille avec des startups qui ont eux-mêmes contacté des influenceurs de leur côté et fait des campagnes, j'ai souvent le retour je suis déçu, le post, ce n'est pas ce que je m'attendais, je n'ai pas eu de retour, etc. Et en fait, quand on les questionne très rapidement, mais concrètement, est-ce que cet influenceur-là partageait tes valeurs, partageait ton ton de communication? Est-ce que visuellement, c'est ce que tu voudrais avoir de ta marque? En 70% des cas, non, mais par contre, il avait une grosse communauté. C'est l'erreur. La communauté ne fait pas tout, en fait. Non. Il vaut mieux travailler avec un influenceur qui a une petite communauté, mais en tout cas qui véritablement partage une identité qui est proche de la vôtre. Là, l'impact sera complètement différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jonathan, quelle a été la meilleure manière de t'aborder sur IG pour te convaincre? Déjà, de parler comme moi je parle, c'est-à-dire pas un ton trop professionnel, un ton à la cool, entre guillemets, parce que moi, voilà, je suis comme ça. Et parce que ce sont aussi généralement des marques, je vois qu'elles like mes posts ou qu'elles commentent depuis déjà un certain temps. Donc déjà, moi-même, j'ai fait la démarche d'aller les voir pour voir qui ils étaient, quels produits ils mettaient en avant, quel était leur ton de communication, etc. Et c'est vrai que du coup, le jour où ils m'envoient un message pour me dire, on lance tel produit ou on a telle action de communication et on voudrait t'inclure, je n'ai pas la même approche. C'est-à-dire que là, tout de suite, je les connais, donc je rentre directement dans le vif du sujet avec eux. Généralement, c'est comme ça que les plus belles collaborations se sont faites. Et il m'arrive aussi de contacter des marques, parce que justement, elles partagent des valeurs et j'ai envie de la présenter auprès de la communauté. Quelles sont les tranches de prix pour une OP? C'est hyper variable. Là, pour le coup, il n'y a pas de tranche de prix, c'est du devis personnalisé. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément de prix. Ouais. Il y a une question en anglais par rapport à TikTok. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez vu des conversions en vente? Alors non, mais encore une fois, c'est par rapport à notre positionnement de prix. Et, donc, non. En termes de conversion, d'un point de vue général, au niveau des influenceurs, bon, ça a pu déclencher quelques ventes, des ventes de t-shirts ou de sweats plutôt. Par contre, en termes d'image, de gens qui viennent consulter notre page Instagram, notre site, voilà. Là, oui, qui demandent mais quelle est cette veste, j'adore ton look, ce genre de choses, oui, mais en termes de conversion de vente, non. Mais on ne le fait pas pour ça.
Oui, parce qu'en plus, Parce qu'on n'attend pas ça. C'est ça. Voilà. Donc, on n'est pas déçu parce qu'on n'attend pas. C'est pas votre stratégie, en fait, en travaillant les influenceurs. La stratégie, c'est l'image, c'est du rayonnement, c'est pas de la conversion. Ouais. Typiquement, ça serait votre stratégie si vous mettiez systématiquement des codes promo, par exemple. Où là, en effet, vous attendez à ce qu'il y ait un retour immédiat sur une story ou sur un post. S'il n'y a pas de code promo, on est clairement dans de la visibilité, dans de la notoriété. C'est ça. Et du coup, quand les gens vont venir au Galeries Lafayette, ils connaîtront vos marques parce qu'ils l'auront déjà vu. Souvent c'est ce qui se passe. Je vous ai vu sur Instagram, je vous ai vu sur la story de Karine Vigier, je vous ai vu sur Un garçon stupide, donc je sais que vous êtes au Galeries Lafayette, donc je viens vous voir. Et à ce moment-là, comme ils sont présents sur la région, forcément, ils viennent découvrir la marque directement au Galeries. Ouais. Généralement, le marketing d'influence, moi, ce que j'appelle, c'est du brandformance. C'est-à-dire que c'est avant tout un travail de branding, de notoriété, de visibilité sur votre marque et de travail de votre image de marque. Et en second temps, il y a la performance, le fameux formance, où ça peut générer de l'abonnement sur votre compte Instagram, ça peut générer de l'abonnement en newsletter, du trafic sur votre site et, in fine, de la vente. Mais pour moi, le marketing d'influence, si vous l'utilisez vraiment dans une logique 100% héroïste où vous attendez à avoir des ventes derrière, vous risquez d'être fortement déçu par la performance de votre campagne. Sauf si vous mettez un code promo à 70%. Mais en termes de marge, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour vous. Donc, voyez-le vraiment comme du brandformance, où finalement le marketing d'influence va être un levier à activer en parallèle d'une campagne AdWords, en parallèle d'une campagne Social Ads, en parallèle d'une stratégie de référencement naturel. Voilà, ça fait partie en fait d'un levier parmi tant d'autres leviers d'acquisition. Pour les produits de la construction qui coûtent cher, peut-on prendre des influenceurs? Alors, de la construction BTP, on n'a pas trop. Si vous pouvez préciser. Et après, il n'y a plus d'autres questions. BTP, d'accord. Alors, typiquement, oui, puisque moi, je travaille justement pour un acteur du BTP sur ce type de prestations. Et là, pour le coup, ça ne sera pas Instagram ou les réseaux traditionnels. Là, pour le coup, on va essentiellement travailler avec des blogueurs qui sont experts et spécialistes dans le domaine du BTP et avec des influenceurs LinkedIn, parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais LinkedIn est devenu un réseau social très, très puissant avec de nombreux experts, en tout cas des personnes qui ont une forte communauté et que l'on peut facilement activer. Il y a aussi un autre réseau dont on n'a pas parlé beaucoup, c'est Twitter. Mais pour tout ce qui est B2B, ça peut être un excellent levier pour faire du marketing d'influence. Voilà. Et par contre, pour les prix, parce que c'était la question quand même, les prix seront quand même relativement élevés parce que là, on fait appel à des professionnels qui sont experts dans leur domaine d'activité. On ne fait pas appel à moi, Jonathan, qui a en fait écrit un blog par passion, entre guillemets. Donc, le schéma n'est pas du tout le même. La limite, c'est comme si on faisait appel à, pas un journaliste, mais en tout cas à un média spécialisé. Alors là, il y a une question de Paola. For new brands without budget, what's the best way to collaborate with influencers? It's win-win. Donc là, la question, c'est pour les marques qui n'ont pas de budget ou qui démarrent. J'ai avancé en même temps. Quoique, non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Quelle est la meilleure façon de travailler avec les influenceurs? La relation. Oui, c'est ça. C'est créer une relation avec… On n'a pas un budget marketing inépuisable. Donc on met notre budget plus dans le visuel, justement, dans les campagnes, et un peu moins dans les influenceurs. Donc, c'est effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la collaboration, c'est de la dotation, du prêt, faire connaître sa marque auprès de l'influenceur qui lui-même va avoir envie de travailler avec la marque. Ouais. Vraiment, la relation, elle est hyper importante parce qu'encore une fois, même si vous n'avez pas de budget, mais que votre image de marque convienne à l'influenceur,
que le produit est en plus un petit peu sympa à mettre en avant, forcément, il sera plus susceptible de le faire. Et puis après, une relation aussi avec les influenceurs, ça se construit sur du long terme. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas ce budget aujourd'hui, mais peut-être que demain, vous en aurez. Et du coup, vous pourrez peut-être rémunérer l'influenceur qui vous a… mise aussi sur la marque. On mise sur la marque. C'est ça. Et l'influenceur influence aussi les influenceurs. Donc ça vous est arrivé, et là, très récemment d'ailleurs, qu'un influenceur nous ait mis en avant et qu'on ait été contacté par d'autres influenceurs qui aient vu notre partenariat avec cet influenceur-là pour lui-même travailler avec nous. Ouais. Donc ça, c'est aussi après, c'est… en fait, ça, c'est là, pour le coup, c'est l'idéal parce que du coup, si c'est un influenceur qui te contacte, du coup, il n'y a même pas la question de l'argent qui rentre en jeu. Ouais. Parce que c'est l'influenceur qui fait la démarche. Donc, du coup, là, une simple dotation, voire un prêt, en fonction du prix de la pièce, peut largement suffire, en fait. C'est pour ça que l'idéal, c'est de faire en sorte que ce soit les influenceurs qui viennent à vous, parce que justement, vous avez une telle plateforme de marque, vous dégagez une telle image de marque que vous allez leur servir. Vous allez servir leur propre intérêt vis-à-vis de leur propre communauté. Nous, dans la stratégie marketing avec Jonathan depuis le début, on est à année plus 3. L'idée, c'était vraiment d'installer les fondations et l'image de marque avant la commercialisation, finalement. On sait que c'est en construction et qu'on est dans une obligation d'installer les fondations, que l'image soit, que Studio Clandestin soit reconnu en tant que marque, que les valeurs soient véhiculées, et ensuite la commercialisation suit. Voilà. Si on démarre à l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence par la commercialisation, puis le marketing, puis tout ça, voilà. L'idée, c'était vraiment d'asseoir l'image de marque, le storytelling, et puis petit à petit, voilà, la commercialisation se fait aussi, il faut être patient. Ouais. Voilà. Parce qu'à travers l'image de marque, vous allez donc dégager tout un univers visuel, des émotions du coup que vous allez transmettre auprès de vos prospects et de vos clients. Et donc forcément, derrière, l'acte d'achat, il ne sera pas le même que si c'était juste une marque avec un simple logo, sans valeur, sans émotion, sans définition, une marque froide. Et concrètement, vous êtes quoi en fait? Oui, c'est ça. Donc, Puis avec les réseaux sociaux et tout ça maintenant aussi, les stories, etc., on est quand même beaucoup plus juste en général sur les valeurs humaines. Hein. On n'est plus sur une simple publicité dans un magazine, papier glacé. Il y a toute une histoire à raconter. Et les réseaux sociaux servent à ça aussi. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tout était clair pour vous? Est-ce que votre vision du marketing d'influence a changé? Parce que c'est vrai que le marketing d'influence, on pense surtout on va contacter des influenceurs pour leur offrir des produits. Mais le marketing d'influence, c'est avant tout… Il y a une question? C'est celle-là? Oui. Conseillez-vous de vous lancer sur TikTok quand on démarre Instagram? Quand on démarre, Instagram paraît déjà un travail insurmontable. TikTok, c'est un très, très gros. Il faut du temps. Ah ouais. Faut du TikTok, temps. il faut alimenter. Autant Instagram, il faut de la régularité, mais ça peut être plus espacé. Autant TikTok, on a essayé, nous, avec Studio, il y a des vidéos TikTok. Ah oui, c'est vrai, exact. Mais on a passé un week-end à faire des vidéos, voilà. Et du coup, on n'a plus de contenu. Donc non, on n'a pas… nous, en tout cas, à notre échelle de Studio Clandestin, on n'a pas poussé plus loin TikTok parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'effectivement, c'est un très, très gros boulot. Déjà, ça ne sert à rien d'être présent partout. Oui, voilà, c'est ça. Ne créez pas forcément un compte Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Nous, l'intérêt d'être sur TikTok, c'est comme on avait Karina Vigier, un garçon stupide qui sont présents sur TikTok, c'était de pouvoir avoir une référence finalement quand ils nous citaient sur TikTok, de pouvoir être identifié aussi en tant que studio clandestin sur TikTok. Ouais. On a créé le compte. Mais travaillez bien, ne serait-ce qu'un seul compte déjà. Ouais. Et pour, entre guillemets, que votre travail soit le plus optimal possible. Donc déjà, définissez sur quel sujet vous voulez prendre la parole. Et une fois que vous avez les sujets, définissez un calendrier éditorial où vous vous dites, le lundi, je vais publier tel type de sujet, le mercredi, tel type de sujet, et le vendredi, tel type de sujet. Comme ça, vous pouvez déjà programmer en avance un certain poste. Et en fait, vous allez gagner énormément du temps. Et du coup, le travail sur Instagram ou sur un autre réseau social vous sera beaucoup moins anxiogène. Parce que vous savez concrètement quel sujet parler, à quel jour. Il y a plein d'outils qui sont…
Facebook Business et tout ça, qui est très bien fait sur la programmation des posts, etc. Et pour tout ce qui est story, ne vous prenez pas la tête. Les stories, c'est l'instantanéité. Donc, même si ce n'est pas très bien travaillé, même si finalement vous êtes pas maquillé, vous êtes mal habillé, etc., ce n'est pas grave. Ça montre aussi les coulisses de votre marque. Et ça attire énormément les gens de voir l'envers du décor. Nous, on le voit en story. Quand on fait des stories froides, on n'a pas beaucoup de visibilité. Et finalement, quand on fait des événements, quand on fait des shootings, on raconte, on suit toute l'histoire de la journée. Et là, les gens sont hyper assidus. Répondent, réagissent. Il y a une question. Pour le marché de la Côte d'Azur, y a-t-il des influenceurs? Alors, je pense qu'on est toujours sur le BTP. Du coup, je vous invite à m'envoyer un email. Comme ça, on pourra échanger par la suite. Last question. How often do you recommend a brand to post on the feed? Donc, à quelle fréquence, en gros, devez-vous poster sur vos feeds? Vous faites quoi, vous? Nous, c'est 3 posts par semaine, mais en une fois. Ah oui, c'est en effet une ligne qui est publiée en même temps sur Instagram. On a pensé notre feed comme un magazine. Les derniers, simplement, on raisonne on se veut un beau feed d'Instagram et on fonctionne en 3. Par contre, on publie en story tous les jours. Ouais, alors en story, en effet, tous les jours, c'est nécessaire, même si c'est juste une story, même si c'est juste, si vous n'avez pas de sujet, vous posez une question, un sondage, peu importe, mais en effet, il faut le faire tous les jours. En revanche, sur le feed, Instagram, notamment, a publié des recommandations. En gros, ce sera tous les jours, mais à moins d'avoir un community manager, c'est un peu compliqué. C'est ça. Instagram, en fait, au niveau de l'algorithme d'Instagram, il faut utiliser tous les outils d'Instagram pour être mis en avant par Instagram. Ouais. Mais du coup, comme ils ont eu beaucoup de critiques par rapport à ça, ils ont fait une nouvelle réponse en disant à partir du moment où vous publiez de façon régulière, ça sera très bien. C'est-à-dire que si vous publiez tous les lundis et tous les vendredis, faites-le, gardez ce rythme-là. Ne publiez pas une semaine, un lundi et un vendredi, la semaine suivante, le mercredi et la semaine d'après, le jeudi. Là, pour le coup, l'algorithme d'Instagram va être complètement perdu. Restez toujours régulier. Des conseils particuliers pour du B2B sur l'usage de LinkedIn et Twitter. Là, pour le coup, on est sur des réseaux très professionnels. Donc, pour le coup, avec un ton de communication, même si vous avez un ton un petit peu décalé, humoristique, il faut quand même un petit peu s'en rapprocher. On pourra en parler plus en détail si vous voulez, Maëva. Envoyez-moi un mail, parce que là, pour le coup, ça pourrait même faire l'objet d'un autre apéro, peut-être. Chiara. Devons-nous inclure le réel dans le planning éditorial? Oui. Incluez tous les éléments de communication. Avec plaisir s'il y a du bon vin. Ah ben, je vois qu'on est des amateurs de vin ici, c'est bien. Toujours. On est un peu team rosé ici, donc on est un peu dans le sud. D'ailleurs, dans le logo After Five, vous voyez, il y a un verre de cocktail. Donc bon, il n'y a plus d'autres questions? Dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, que ce soit sur After Five ou Studio Clandestin, sur sa stratégie, sur son développement, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un email. De toute manière, je transférerai à Camille. Vous avez mes coordonnées en dessous. Je vous invite également à vous abonner sur les réseaux sociaux de Studio Clandestin, justement pour voir leur développement. Parce que alors je ne dis pas ça parce que je travaille pour eux, mais c'est une marque qui, parce que voilà, elle a une marque qui est bien identifiée, ils savent où ils vont et ça se voit très clairement après dans leur stratégie commerciale, distribution, retail. Enfin, c'est lisse en fait. Et aujourd'hui, s'ils ont un développement tel, s'ils sont présents chez les Galeries Lafayette, s'ils ont été contactés dernièrement pour être dans un incubateur aux États-Unis, c'est pas pour rien, c'est parce que on a eu Vogue British. Vogue British. Voilà. S'il y a tous ces éléments-là, c'est parce qu'ils ont une image de marque qui est parfaite et auquel on peut parfaitement s'identifier et voir quelle est leur vision de leur propre marque. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à leurs différents réseaux, Studio Clandestin. Dans tous les cas, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions. Ah, dernière question.
Camille, au sujet du labo que tu veux lancer pour Studio Clandestin, c'est les concepts de ma marque Renaissance Upcycling. Tu connais Oui, Renaissance? Renaissance, ça me dit quelque chose, oui. D'accord. Alors, le labo, oui. On transforme les vêtements des gens. Alors, il y en a, oui. Il y en a plusieurs qui font ça. Alors, nous, le labo, il avait été lancé avant le confinement et on est toujours sur le site. Mais, donc, il est lancé, mais pas encore lancé vraiment. Voilà. Mais ça serait intéressant d'en discuter. Caroline. En fait, s'il n'est pas lancé vraiment, c'est parce que vous avez d'autres. Vous avez le développement aussi de la marque, les Galeries Lafayette, toute la partie commercialisation, qui fait que les ressources, elles ne sont pas non plus. Très bien. Bien, écoutez, merci à vous tous pour d'avoir été présents sur cet apéro à l'eau. Oui. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions éventuelles